Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire Oversea de nouveau pour ceux qui nous connaissent et puis pour ceux pour qui c'est la première fois, bienvenue à tous en cette veille de pont du mois de mai. On va attendre quelques participants et on va démarrer. Le thème du jour aujourd'hui, vous le savez, c'est l'import maritime depuis l'Asie, en particulier dans le contexte de flambée du marché qu'on connaît aujourd'hui et de fortes tensions sur l'équipement. Je vous propose de vous présenter nos intervenants. Héloïse Roux, que vous connaissez certainement pour ceux qui participent régulièrement, qui est notre experte maritime, et Paul Henry, qui participe également, qui nous partagera son expérience vue d'Asie, puisqu'il est basé dans les bureaux d'Oversea à Singapour. Moi-même, je serai la modératrice aujourd'hui pour transmettre toutes vos questions à nos experts. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore Oversea, nous sommes un commissionnaire digital qui exerce depuis plus de 7 ans désormais pour optimiser la supply chain de nos clients. Nous avons plusieurs centaines de clients dans des secteurs variés et nous sommes présents sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur un format un petit peu différent, vraiment centré sur un échange interactif et questions-réponses avec les questions que vous allez nous poser. On va commencer tout de même par une présentation très rapide, une dizaine de minutes sur la situation actuelle en import-Asie, sur les perspectives pour la suite de l'année, sur les solutions alternatives qu'on peut proposer et bien sûr sur nos recommandations opérationnelles. Et on gardera surtout du temps par la suite, une vingtaine de minutes pour vos questions-réponses. Je vous invite donc à poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet en bas à droite de votre écran et on pourra y répondre tout à l'heure. Voilà, donc pour commencer, je vais m'adresser à Paul qui nous partage donc son point de vue depuis l'Asie, depuis Singapour. Est-ce que Paul, tu peux nous résumer s'il te plaît la situation actuelle en import Asie? Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'introduction, Audrey. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on assiste actuellement au même mécanisme de marché que ceux qu'on a observés durant la période du Covid-19. Donc, il y a un climat d'incertitude qui plane sur le marché et qui incite les chargeurs à anticiper leur import, avec une capacité déployée dans le même temps par les compagnies maritimes qui ne suit pas fidèlement cette hausse. Donc, premièrement, côté demande, le passage par le cap de Bonne-Espérance qui est consécutif à la crise qu'on a en mer Rouge, on n'y revient pas, rallonge les transit time, plus 10 jours à l'aller, plus 10 jours au retour. Ça contribue à créer un climat d'incertitude pour les chargeurs qui, en ce moment, ont un réflexe de stocking pour préparer les pics de consommation qu'on va avoir à la fin d'année en Europe. Donc, une demande en hausse, une sorte de peak season anticipé. Anticipé pourquoi? Parce que habituellement, on assiste à ce phénomène-là sur les mois de juin, juillet. Là, en mai, c'est assez tôt. Donc, par exemple, on voit que les BCO, donc on prenait les Beneficial Cargo Owners, les plus gros chargeurs en import Asie, surperforment de plus 30 à plus 40% par rapport aux prévisionnels qu'ils avaient communiqués aux compagnies maritimes sur ce mois de mai et également sur ce mois de juin. Deuxièmement, de l'autre côté, côté offre, côté compagnie maritime, on observe que la capacité déployée par les compagnies maritimes, elle n'est pas suffisante en fait pour absorber cette hausse de volume, et ce, malgré l'arrivée continue de nouveaux navires sur le marché. Donc aujourd'hui, on a une situation où finalement la demande de fret augmente beaucoup plus fortement que la capacité déployée. Deux principales conséquences. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est d'un point de vue tarifaire, les taux de fret floating augmentent très fortement. Les compagnies maritimes ont annoncé des GRI, donc on prenait des hausses de taux significatives à compter de mi-mai, à hauteur de entre 5 500 et 6 000 du conteneur 40 pieds entre les principaux ports chinois et le North Range européen. Et de la même manière, compter entre 6 000 et 6 500 dollars par conteneur 40 pieds pour les ports de la West Med. Attention, c'est une annonce, le marché va évoluer, il reste encore une semaine avant le 15 mai. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est assurément sur une nette tendance haussière. D'un point de vue opérationnel, il y a aussi beaucoup de conséquences à cette situation. En fait, les navires sont pleins. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lancer les bookings au minimum un gros mois avant le départ du navire souhaité. Et à noter également qu'il existe un risque significatif de voir son départ annulé pour cause de non-relâche d'équipement, donc de conteneurs. En cause, on assiste à une pénurie de conteneurs
en lien avec cette hausse de la demande, puisqu'il n'y a pas assez de retour de conteneurs vides dans les principaux terminaux chinois. Merci beaucoup, Paul. Donc une peak season anticipée, des navires pleins, des conteneurs non disponibles et des tarifs qui flambent. Héloïse, est-ce que tu peux nous donner un peu ton expertise sur les perspectives pour la suite de l'année? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Audrey, et bonjour à tous tout d'abord. Alors, quelles sont les perspectives pour la suite de l'année? Déjà, si on en croit nos observations, le pic de la demande dont parlait Paul et qu'on observe aujourd'hui est dû à vraiment 3 raisons principales. La première raison, c'est du restocking. Donc, les chargeurs ont décidé en début d'année de reporter leurs importations puisque les taux ont déjà cru une fois en début d'année. Mais aujourd'hui, on arrive un petit peu à la limite possible du report puisque les stocks s'amenuisent, donc besoin de restocker. Deuxièmement, ce besoin de restocking, il crée un peu un effet panique sur le marché puisqu'on voit que tous les importateurs se dépêchent de shipper devant l'emballement du marché. En gros, plus les taux augmentent, plus les importateurs prennent peur, soit de payer plus cher plus tard, soit de ne pas avoir leur stock à temps. Et troisièmement, les importateurs anticipent la peak season avec l'allongement des transit times. C'est-à-dire que tout le cargo qui doit être arrivé avant Halloween, avant Noël, avant le Black Friday, normalement, ce cargo-là, on le voit dans les navires à partir de juin. Et cette année, on a commencé à le voir dès la mi-avril, donc avec 1 mois et demi, 2 mois d'avance. Ce qui est sûr, c'est que cette situation de tension et ces raisons pour lesquelles la demande augmente va durer au moins jusque fin Q2, c'est-à-dire jusqu'à juin. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les forecasts pour le mois de juin sont déjà très très forts, donc on est sûr et certain que la situation va pas s'apaiser ni en mai ni en juin. Pour ce qui est du plus moyen terme pour la suite de l'année, ça devient de plus en plus flou en fait. D'un côté, on a les compagnies maritimes qui elles parlent d'un potentiel ralentissement en juillet-août, mais en fait elles en sont pas sûres du tout. Tandis que de l'autre côté, on a certains de nos agents chinois, donc plutôt du côté de l'Asie, qui nous disent que eux ne voient pas d'amélioration de la situation avant la Golden Week. Donc avant le Golden Week, pour rappel, ça va se mettre à peu près début octobre. Donc en fait, le suite de l'année est plutôt flou, un potentiel ralentissement cet été, mais en fait, on n'en est pas sûr du tout. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à plus long terme, on ne table pas sur des améliorations majeures, des vraies améliorations, tant que la zone de la mer Rouge est instable, tant que le rerouting via le cap de Bonne-Espérance est toujours effectif. Et ça, la plupart des compagnies, elles sont assez unanimes sur ce point-là. Et selon elles, cette situation, elle va durer au moins jusqu'à la fin 2024, voire plus tard. Merci beaucoup Héloïse. Je confirme d'ailleurs parce que ce matin, on était encore en train de discuter, on avait une réunion avec des confrères commissionnaires de transport qui nous expliquaient que les confrères et les compagnies maritimes commencent de plus en plus à imaginer que la situation va rester très très tendue tout au long du second semestre et l'apaisement de juillet-août est de plus en plus incertain. Donc évidemment, on doit se préparer à gérer cette crise. Et donc Héloïse, est-ce que Héloïse et Paul, s'il te plaît, plutôt Paul, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans ce contexte, nous parler un petit peu des alternatives qui fonctionnent et qu'on peut conseiller aujourd'hui aux chargeurs? Oui, tout à fait. Il y a plein d'options et d'alternatives qui sont disponibles sur le marché. Donc aujourd'hui, on est habitué à faire face à un marché Asie-Europe très imprévisible, très volatile. Donc il faut s'adapter. Il y a plein d'autres options, comme je vous le disais. On peut en évoquer 3 aujourd'hui. À côté des taux contractuels, premièrement, il y a les options spot qui peuvent se révéler efficaces. Schématiquement, il s'agit du même fonctionnement que les billets d'avion que vous réservez en ligne. Donc, le prix des offres spot fluctue en fonction de la place restante à bord du navire et aussi de la demande qui est associée sur ce navire. Et donc, en fait, on peut trouver parfois de belles opportunités si on sait se montrer opportuniste, mais surtout réactif, puisque ces offres, du coup, comme des billets d'avion, en fait, sont disponibles un certain temps. Attention toutefois, la qualité de service associée à ces offres spot varie d'une compagnie maritime à une autre. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, pour se montrer imaginatif, c'est les options NOR. NOR, ça veut dire Non-Operating Reefer. Ce n'est pas une garantie, mais ça peut être une piste intéressante. Un NOR, c'est un conteneur frigorifique, donc un reefer, qui a son unité de refroidissement qui est non branchée. Donc, on peut parfois trouver de belles opportunités sur ce type de conteneur en fonction des niveaux de stock de conteneurs frigorifiques des compagnies maritimes entre l'Asie et entre l'Europe. L'avantage, c'est que le taux de fret est structurellement plus bas que les conteneurs dry sur ce type de produit.
ça varie en fonction de la volonté des compagnies maritimes de réenvoyer des conteneurs entre l'Asie et l'Europe. Mais comptez entre 10 à 30% c'est structurellement plus bas, entre 10 et 30% par rapport au conteneur dry. En revanche, ça ne convient pas à tous les chargeurs, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a moins de volume dans le conteneur NOR. Ce volume-là, en fait, correspond à la place qui est prise par le moteur de refroidissement. Convient pas à certaines commodities, comme les commodities dangereuses. On a aussi parfois des problèmes d'humidité dans le conteneur, puisque c'est des conteneurs qui sont étanches. Donc voilà, rapprochez-vous de votre transitaire qui saura vous conseiller là-dessus. Enfin, on est assez convaincu que le rail reste encore et toujours une alternative intéressante entre l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, on peut bénéficier de départs beaucoup plus tôt en rail. Il faut compter environ entre 14 et 17 jours pour obtenir un booking, ce qui fait que les premiers départs qu'on peut viser sont fin mai, début juin. Attention, la capacité et la disponibilité en conteneur se tendent progressivement. Côté transit time, des informations que nous, on a depuis l'Asie, c'est que les transbordements à la frontière kazakh et en Pologne sont assez fluides. La congestion générale est satisfaisante. Donc, on estime qu'il faut compter environ 23-25 jours de transit time entre Chengzhou et Liège. Sur le même leg, Chengzhou à Liège, il faut compter entre 8 000 et 8 500 USD par conteneur 40 pieds. À noter également pour les importateurs qui sont situés dans le sud de la France qu'il est aussi possible de toucher Milan en rail depuis la Chine. Donc, en bref, pour faire face à cette situation, nous, on ne peut que vous recommander de rester flexible, réactif et surtout opportuniste. Donc, rentrez en contact avec votre transitaire qui sera en mesure de vous trouver les meilleures solutions. Merci beaucoup, Paul. Donc flexibilité, réactivité, opportunisme, mais on a bien sûr besoin aussi de prendre des précautions opérationnelles dans ce contexte très particulier. Et Héloïse, quelles sont tes recommandations ? Ouais, exactement. En fait, on nous pose souvent la question, et c'est des questions auxquelles on a parfois un peu de mal à répondre, mais on va quand même se mouiller, c'est comment gérer son timing et surtout quelle compagnie maritime favoriser. Donc déjà, en plus, on va dire des solutions opérationnelles très opérationnelles que Paul vous proposait juste au-dessus. Donc déjà, au niveau des compagnies maritimes, pas de réponse certaine, mais ce qu'on peut quand même vous dire, c'est que généralement, c'est la compagnie MSC qui a le plus de capacité. Alors en ce moment, même eux, donc même MSC nous rapportent qu'ils sont très très pleins, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ils sont quand même moins pleins que les autres. La deuxième raison pour laquelle on favoriserait la compagnie MSC, c'est que MSC possède une flotte de conteneurs qui est beaucoup plus importante que celle des autres compagnies, et c'est une flotte de conteneurs qui possède en propre. Donc chez MSC, en termes très concrets, quand vous avez ce qu'on appelle une relâche espace, donc quand vous obtenez un booking, vous avez automatiquement un conteneur qui est attribué à votre booking, ce qui n'est pas forcément le cas chez les autres compagnies maritimes. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, c'est que c'est MSC qui propose le service le plus fiable et la meilleure qualité de service. Alors, ça nous embête un peu de dire ça, je vais le dire comme ça, parce que, bon, MSC, c'est jamais les moins chers et c'est jamais non plus les derniers à dénoncer les contrats, mais en tout cas, ils peuvent se le permettre avec une très bonne qualité de service. Maintenant, je maintiens quand même ce que disait Paul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est pas miser sur une compagnie en particulier, c'est plutôt utiliser des spots et faire du multi-booking. Et donc, booker sur plusieurs compagnies maritimes. Au niveau du timing, alors vous commencez un peu à connaître l'histoire, mais ça fait jamais de mal de le répéter. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'anticiper un maximum vos bookings. Donc, comptez entre 4 et 5 semaines pour accéder à la capacité, même si on peut trouver des spots, comme le disait Paul, sur le marché avant. Et j'ajouterai une nouveauté, mais sur le timing, soyez patient. Aujourd'hui, c'est normal de ne pas avoir de confirmation d'espace ou de confirmation de booking dans la journée. Côté transitaire, ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, gérer un booking, ça prend, on va dire, 2 à 4 fois plus de temps qu'à la normale, notamment à cause des navires pleins et du multi-booking qu'on est obligé de faire. Donc, quelle stratégie vraiment adopter niveau timing ? En fait, deux options. Si vous êtes réellement pressé, par exemple que vous devez recevoir votre cargo cet été, en juillet ou en août, là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pas attendre, c'est-à-dire d'opter pour des options spot, de faire confiance à votre transitaire. N'attendez pas non plus en pensant que peut-être que vous payerez moins cher avec un départ fin juin. De ce qu'on voit aujourd'hui du marché, ça va pas être le cas. Et si vous êtes vraiment, vraiment pressé et que vous partez de Chine, optez, comme le disait Paul, pour du ferroviaire.
Le deuxième point, c'est si vous n'êtes pas tout à fait pressé, ne cédez pas non plus à ce qu'on a vu à l'effet de panique. Le titre de ce webinaire, c'est un mini épisode Covid, et effectivement, on revit un mini épisode Covid, mais aujourd'hui, le mini est tout aussi important que le Covid. Et en fait, on n'est pas du tout dans une situation comme en Covid où les taux ont atteint, parfois, je vous le rappelle quand même, les 18 000 $. On n'est pas encore dans cette situation-là, et donc si jamais vous n'êtes pas pressé, voilà, ne cédez pas à la panique, et on considère qu'il y a quand même des chances que les taux redescendent et que la pression redescende en juillet, août. Donc, si vous devez recevoir votre cargo avant la fin de l'année, vous avez encore le temps d'attendre un petit peu. Parfait, merci beaucoup à vous deux, Paul et Héloïse, pour cette présentation. Vous l'aurez compris, on traverse donc une période assez exceptionnelle qui peut durer, et donc dont la clé est vraiment la bonne compréhension du marché, et l'expertise d'Héloïse et de Paul est à ce titre vraiment très très précieuse. Et aussi une autre clé, c'est évidemment l'anticipation, anticiper au maximum pour vous adapter à ce marché. Je vous propose maintenant qu'on passe à vos questions. Nous avons deux questions, même trois questions sur la partie sur le CR. Je vais les combiner, donc les questions de Jérôme, Isabelle et Vanessa. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire, surtout en particulier Héloïse, est-ce que tu peux nous parler du CR? Est-ce que c'est toujours une option qui est intéressante en sortie de Chine, mais aussi en sortie en d'autres provenances d'Asie? Et quels sont les transit time et les coûts? Merci. Ouais, tout à fait. Alors, l'option CR, effectivement, je vois qu'elle intéresse beaucoup. En fait, je suis assez surprise. Ça veut dire que c'est une option que vous avez certainement, soit votre transfert vous a proposé, soit vous l'avez vu dans la presse. Alors, c'est une option qui était intéressante en début d'année. La raison à ça, c'est que le transit time, il est quand même plus court qu'en sea pur, qu'en maritime pur, et les coûts sont quand même beaucoup moins importants qu'en aérien pur. Donc aujourd'hui, je vois qu'une des questions, c'est la différence de coût entre le CR et le R. Franchement, les coûts du CR, c'est à peu près, on va dire, entre 15 et 20% du coût de l'aérien pur. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau coût. Du moins, c'était très intéressant en début d'année. Aujourd'hui, nous, c'est une solution qu'on va pas forcément favoriser. Et il y a deux raisons, voire trois raisons principales à ça. La première raison, c'est que en ce moment, la partie air, donc c'est pas le thème de ce webinaire, on va pas vraiment se concentrer sur la partie air, mais sachez que l'aérien en import-Asie est extrêmement congestionné aussi. L'espace est complètement trusté par les gros chargeurs, et donc l'aérien aujourd'hui devient on va dire très très cher et assez problématique. Et donc dans la partie air du CR, ça pose problème. La deuxième raison à ça, c'est que le transbordement en CR se fait à Dubaï, donc à l'aéroport de Dubaï et au port de Jebel Ali pour la partie océan. Et aujourd'hui, Dubaï, c'est pas, on va dire, une zone très sûre opérationnellement pour les transbordements, pour deux raisons. Le côté air, en fait, Dubaï a eu beaucoup d'inondations ces derniers temps, et donc l'aéroport s'est arrêté d'opérer pendant quelques jours, et donc ça crée un vrai backlog qui est assez problématique en ce moment pour l'aérien. Et sur le point de vue océan, vous savez certainement qu'il y a 2 ou 3 semaines, on a eu une nouvelle attaque de navires, mais cette fois-ci sur le détroit d'Ormuz, donc vraiment à l'entrée du port de Jebel Ali. Et donc, on a une zone, on va dire, du port de Dubaï, de Jebel Ali, qui est quand même relativement instable et qu'on surveille de très près. Donc aujourd'hui, l'alternative CR, elle fonctionne, mais c'est pas une solution que nous, on conseillerait, puisque la situation, que ça soit, on va dire, climatique et géopolitique dans la zone, nous semble un petit peu compliquée. La bonne alternative pour nous, ce serait vraiment le ferroviaire, puisque les coûts sont, on va dire, similaires au CR. C'est possible aussi de faire du LCL comme du FCL en ferroviaire. Et au niveau du transit time, vous êtes bien aussi. Et on va dire qu'il y a beaucoup moins de risques sur cette voie-là que sur le CR. Ok, très clair, merci beaucoup. On a une question sur les mises à disposition de conteneurs et les temps de chargement et de livraison entre la Chine et le Havre. Paul, est-ce que tu peux nous donner une réponse là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, la première partie de la question, c'est sur les conteneurs. Donc, effectivement, c'est un gros sujet en ce moment, puisque on fait face à une vraie pénurie de conteneurs, notamment en Chine. Je dirais que la situation, elle est très évolutive, mais à instant T, il faut faire la différence entre les ports et les carriers. Donc, côté port, c'est principalement les ports de la Nord-Chine, donc à savoir Ningbo et Shanghai qui sont grippés avec de fortes pénuries de conteneurs. Là où, à l'inverse, la région du Guangdong, donc les ports de la région de Shenzhen, Jiangtian et Shekou, eux font moins face à cette pénurie de conteneurs. Xiamen aussi, dans l'ensemble, a un stock de conteneurs satisfaisant. La deuxième partie, c'est du coup les compagnies maritimes. La situation, elle est différente en fonction de chaque carrier, puisque chaque carrier a des stocks
un parc de conteneurs différents. Nous, ce qu'on voit, c'est que en ce moment, Maersk, MSC et COSCO disposent de stocks de conteneurs qui sont satisfaisants, que ça soit en 40 ou en 20. À l'inverse, CMA-CGM, H&M, Evergreen aussi font face à des pénuries de conteneurs assez importantes. Par exemple, CMA-CGM a lancé le leasing de, je crois que c'est 45 000 nouveaux conteneurs pour faire face à cette situation, mais il va falloir attendre que ces conteneurs arrivent sur le marché. Donc, encore une fois, c'est un peu toujours la même chanson. Rapprochez-vous de votre transitaire qui, en fonction de votre port de départ, de votre type de conteneur, sera en mesure de vous renseigner sur la meilleure option. Et du coup, la deuxième partie de ta question, Audrey, c'était sur le transit time de mémoire. Oui. Donc là, c'est entre la Chine et le Havre. Donc les transit time, en ce moment, comme on en avait parlé tout à l'heure, sont impactés par le passage par le cap de Bonne-Espérance, forcément. La situation, elle varie en fonction des alliances. Nous, ce qu'on a calculé sur base de notre data, c'est que Ocean Alliance s'en sort un petit peu mieux que 2M et que The Alliance. Aujourd'hui, pour faire un Shenzhen to Le Havre, il faut compter entre 40 et 42 jours, là où il faut compter 10 jours de plus pour du The Alliance et 2M. Encore une fois, la situation varie en fonction des navires. Parfois, ils sont plus rapides, parfois, ils sont plus lents. C'est juste une grande tendance pour vous donner une idée. Comptez à peu près une semaine supplémentaire si vous partez depuis le nord de la Chine, Shanghai, Ningbo, Qingdao. Ouais. Ok, et peut-être une question connexe complémentaire là-dessus, Paul. Est-ce que ces problèmes d'équipement concernent uniquement les 40 pieds ou bien les 20 pieds également? Je dirais que aujourd'hui, ouais, tout à fait. Malheureusement, ça concerne les deux types de conteneurs. Ça dépend en fonction des carrières, encore une fois, et des ports de départ. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rester flexible sur le type de 40. Par exemple, si vous voulez un 40 iCube, considérez également l'utilisation d'un 40 standard ou inversement, puisque des fois, les stocks qu'on a de vide au départ ne nous laissent pas le choix. Donc, restez flexible également à ce niveau-là. Ok. Merci beaucoup. On a des questions aussi sur un peu la confusion des pratiques des compagnies maritimes. On a notamment une question de Gabriel qui dit « Les alliances ont changé leur capacité récemment. Les navires Nord-Europe sont désormais utilisés sur l'axe Méditerranée. Les bateaux sont plus petits et les blank sailing continuent. Quel est votre avis ?» On a une autre question d'ailleurs qui nous dit « Pourquoi dans cette situation les compagnies procèdent-elles toujours à des blank sailing qui aggravent la situation ?» Héloïse, est-ce que tu as un avis? Ouais. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question, très intéressant. Alors, les alliances ont changé leur capacité récemment. Je pense que Gabriel, vous parlez particulièrement de Ocean Alliance qui, effectivement, a changé ses alliances et ses navires, a mis un peu plus de capacité sur la Méditerranée que sur le Nord-Europe, parce que eux estiment c'est à peu près un moins 2 à 3% de capacité sur le Nord, plus 2 à 3% sur la Méditerranée, donc c'est assez marginal, mais c'est réel. La raison pour laquelle ils ont changé ces capacités-là, c'était surtout pour essayer de mitiger les délais qui étaient liés au routing via Bonne-Espérance. Donc en fait, effectivement, les navires sont plus petits, mais comme avec cette nouvelle rotation de navires, ils estiment qu'ils vont pouvoir accélérer les transit times. En fait, ça correspond à plus de capacité sur le marché. C'est comme ça en tout cas qu'ils l'ont vendu. Maintenant, pourquoi les compagnies continuent leur blank sailing? Alors ça, c'est quand même une vraie question. Moi, j'ai un peu deux hypothèses, mais je suis pas dans le secret des dieux, donc c'est vraiment des hypothèses qui n'engagent que moi et qui sont personnelles. La première hypothèse, c'est que c'est quand même beaucoup lié au Labour Holidays. Donc là, on a eu moins 33% de capacité sur la première semaine de mai avec le Labour Holidays, donc les vacances en Chine du 1er au 5 mai. Donc ça a quand même déjà contribué à beaucoup faire baisser la capacité sur le mois de mai. Donc quand on enlève cette semaine-là, en fait, on n'a pas vraiment moins 6% de capacité sur mai. Et en fait, les compagnies, on parle quand même beaucoup de surcapacité. Elles ont quand même commandé beaucoup de navires. Il y a beaucoup de navires qui vont arriver sur le marché. Et donc, mon idée, c'est que artificiellement, elles essayent quand même de continuer à tendre un petit peu la capacité sur le marché pour essayer de maintenir des taux qui sont relativement hauts. Donc, il y a quand même, à mon avis, une volonté de la part des compagnies maritimes de rester dans une situation où les navires sont pleins entre 90 et 100%. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup. On a des questions sur le rail désormais. Une première question qui est y a-t-il une solution de groupage par train et quel est le transit time? Et une seconde question qui est sur la Chine. Est-ce que malheureusement le rail ne concerne que la sortie de Chine? Héloïse. Alors, première question, parce que c'est la plus facile. Effectivement, le rail ne concerne que la sortie Chine. Pendant un moment, il était possible de faire du rail depuis le Vietnam. Donc, à vérifier si cette option-là existe toujours. Et alors aussi du rail depuis Taïwan, mais avec un premier segment en bateau qui, au niveau de la qualité de service, nous a toujours un peu rebuté. Mais c'est vrai que ça peut être une solution qui existe. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que quand même le gros du rail se fait vraiment en sortie Chine. Ensuite, sur la question du groupage, oui, il existe des solutions LCL sur le rail. Donc, soit vous pouvez prendre un conteneur complet, sachant qu'en rail, on n'a que du conteneur 40 pieds iCube, donc pas 40 pieds standard et pas de 20 pieds. Donc, soit vous pouvez prendre un conteneur 40 pieds iCube complet, soit vous pouvez faire du groupage. Donc, si vous avez par exemple l'équivalent d'un 20 pieds, faites plutôt du groupage sur la moitié du conteneur. Le transit time va être le même qu'en conteneur complet, puisque ce sont les mêmes trains. Et les opérations de consolidation et de déconsolidation à l'arrivée sont extrêmement efficaces. Et ça, vraiment, nous, on vous dit toujours quand une solution opérationnellement nous fait un peu peur. Mais là, en l'occurrence, nous, on a une très belle expérience avec ça. Et en fait, tout est fait par la compagnie chinoise et les entrepôts de cette compagnie, que ça soit au départ ou à l'arrivée. Et on a vraiment une excellente qualité de service et qui, moi, je trouve bien meilleure qu'en groupage maritime, par exemple. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose. Il faut pas avoir peur du tout du groupage en ferroviaire. Ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Si je peux compléter ce que disait Héloïse pour répondre à la question de Pierre-Yves au sujet du rail en sortie d'Asie. J'hésiterai pas à revenir vers vous, Pierre-Yves, puisque je sais qu'on a certains partenaires sur place qui nous ont récemment proposé ces solutions, donc à voir, notamment en sortie de Vietnam, comme le disait Héloïse. Donc, j'hésiterai pas à revenir vers vous. Je sais qu'il existe des solutions en rail au départ d'autres pays que la Chine. Alors, Pierre-Yves pose une question complémentaire sur les risques du rail, étant donné que ça transite via la Russie. Oui, mais c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent et je vous comprends. Alors nous, chez Oversea et on va dire dans le groupe en général, on avait arrêté d'opérer en rail via la Russie pendant quasiment 1 an et demi au début du conflit avec l'Ukraine. Et c'est une situation qu'on avait, on va dire, réassessée très régulièrement tous les mois. On se demandait est-ce qu'on peut repasser en rail par la Russie. Et puis il y a un moment où finalement on est parti du principe que la situation s'était suffisamment stabilisée pour que ça comporte quasiment aucun risque. La raison à ça, elle se comprend assez bien, c'est qu'en fait, tout le rail en import Chine est opéré par des compagnies 100% chinoises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acteur français ou même européen. Même à l'arrivée, les entrepôts sont en fait possédés opérés à minima par les compagnies chinoises. Et donc, en fait, si vous voulez, le risque pour les compagnies chinoises à traverser la Russie et l'intérêt pour la Russie à bloquer ces shipments-là est complètement nul. Et de la même manière que, par exemple, les compagnies aériennes chinoises survolent toujours l'espace aérien russe parce qu'il n'y a aucun risque pour elles, eh bien, les compagnies ferroviaires chinoises peuvent transiter par la Russie sans aucun risque. Et donc, c'est pour ça que voilà, le risque est vraiment nul là-dessus. Merci Héloïse. Pour finir le tour de la question des alternatives, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Paul et Héloïse, de la situation aérienne en sortie d'Asie? Oui, c'est vrai que je peux faire un mot rapide sur la situation aérienne en sortie d'Asie. Mais en fait, elle est pas si différente. Elle est vraiment pas très 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 différente du maritime. C'est-à-dire que depuis le début de l'année et en fait même depuis le post-Nouvel An chinois, en aérien, on a de gros acteurs du e-commerce, notamment les Chine, les Temu, qui ont un espèce de boom de leur volume en ce moment et donc qui trustent tout l'espace en sortie de Chine. Donc aujourd'hui, et c'est assez rare de le dire, mais pour accéder à la place dans un avion, il faut compter, on va dire, une grosse semaine. Et nous, on conseille à nos clients de prévoir leurs imports aériens quasiment 10 jours. 10 jours avant, le départ souhaité. Là-dessus s'ajoutent tous les problèmes géopolitiques dont on a parlé, qu'on a brièvement évoqué, mais notamment la situation en mer Rouge fait que la plupart des avions maintenant n'ont plus le droit de survoler l'espace aérien de l'Iran, sachant qu'ils avaient déjà plus le droit de survoler l'espace aérien russe. Aujourd'hui, ça commence à faire un beau détour pour les imports Chine, donc ça coûte plus cher en kérosène et ça fait augmenter les prix. Et puis ensuite, on a l'instabilité au Moyen-Orient qui fait qu'on a des incertitudes sur le prix du pétrole et donc, in fine, sur le prix du fuel pour les avions. Et donc, tout ça fait que la situation en aérien, elle est relativement critique également. On a assez peu d'espace, il faut anticiper et surtout, les prix sont en constante augmentation.
Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre une toute dernière question. Je vois qu'il est déjà 11h30. C'est une question intéressante de Caroline qui nous demande quel serait le volume, le nombre de TC minimum par an pour signer des NAC intéressants. Allez, je vais peut-être prendre cette question puisque c'est une question qui est plutôt, on va dire, contractuelle, donc on va dire gérée depuis la France, en tout cas pour nos clients. Alors déjà, j'ai peur de vous décevoir, Caroline, mais en ce moment, et quand je vous dis en ce moment, c'est ce mois-ci et le mois prochain, les compagnies sont fermées aux nouveaux contrats. Pour l'instant, elles ne jurent que par le spot, et voilà. Donc je voudrais pas vous mentir en vous disant voilà, à partir de tant de volume, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire nos clients et les importateurs qui ont penser à contractualiser à la fin 2023 ou avec le petit créneau qu'on a eu post-Nouvel An chinois, aujourd'hui se retrouvent déjà dans des situations où voilà, ils économisent beaucoup d'argent grâce à leur contrat, mais c'est compliqué. En tout cas, tout nouveau contrat aujourd'hui est plutôt bloqué par les compagnies maritimes. Maintenant, la situation, c'est sûr qu'elle va changer et bien sûr qu'on vous tiendra au courant si elle change. Et de manière générale, en import Asie, nous, on estime qu'à moins de 500 TEUs par an, un client tout seul n'est pas intéressant pour un NAC, pour une compagnie maritime. 500 TEUs par an, ça fait à peu près 200 conteneurs, allez, 200 à 300 conteneurs, 40 pieds. Donc ça, on va dire que c'est un minimum pour négocier un NAC en votre nom avec une compagnie, un transitaire. En revanche, si vous avez un volume qui est plus petit, passez par un transitaire et ce transitaire-là pourra consolider vos volumes avec les volumes d'autres clients de ce transitaire qui font généralement la même commodité, par exemple, pour agréger ces volumes-là et négocier un espèce de super contrat dont plusieurs clients peuvent bénéficier. C'est ce qu'on appelle un NAC basket. Et là, l'ordre de grandeur serait plutôt aller à 300, 400 TEUs annuels, je dirais quelque chose comme ça. Donc 150 à 200 conteneurs, ça peut être déjà un très bon début pour essayer d'agréger vos volumes avec ceux d'autres clients. Et pour ça, on s'en reparle plutôt. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous plutôt, mi-juin pour rediscuter de cette possibilité. Exactement. N'hésitez pas, comme on l'a dit, anticiper auprès de vos contacts commerciaux chez Oversea et chez vos transitaires. On sera à vos disponibilités et on est assez confiant que plutôt mi-juin, on pourra avoir plus de force de frappe sur les contrats à long terme. Très bien. Mais merci beaucoup à tous pour vos précieuses questions. Merci Héloïse et Paul pour votre expertise. On va bien sûr continuer de vous proposer des webinaires régulièrement parce qu'encore une fois, la clé, c'est vraiment la compréhension du marché et l'anticipation. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.